Coucou Martine, t'es prête? Non, attends, j'ai pas encore mis mon casque. Mais dépêche-toi, on va louper l'émission, ça commence là. Vas-y, démarre. C'est pas grave, tu peux lancer une pause s'impose. Écoutez Martine et Laetitia dans Une pause s'impose sur CLC Média. Détendez-vous, soufflez et repartez du bon pied. N'oubliez pas, CLC Média, la radio des copains. Accessible sur le web. Coucou Martine. Bonjour Laetitia, bonjour Jean-Yves qui est avec nous aux commandes et bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Nous nous retrouvons donc pour notre émission, notre pause s'impose. Voilà, notre chronique mieux-être. Nous avons choisi de continuer à parler du printemps, mais d'une façon un peu différente, puisque on va aborder un peu une métaphore de ce printemps en vous parlant de notre enfance. Voilà, le printemps de nos vies, et plus particulièrement donc la vie de nos jeunes enfants et jeunes adolescents. Et en rédigeant cette chronique, Laetitia et moi, on a été vraiment sensibilisés par l'importance de l'amour et du respect que nous devons à nos enfants pour leur permettre de se développer harmonieusement. Et c'est pour vrai. ça, on va parler de quelques sujets. C'est vrai que si on se réfère aux actualités mondiales, eh bien, on a eu le confinement, on a la guerre, on a la famille, on a les délocalisations de population, on a la barbarie humaine, qui sont des situations et qui nous choquent et qui nous font froid dans le dos. Et les enfants, encore plus. Il y a un réel impact absolument sur le développement de nos enfants. Et il fallait qu'on puisse aborder ce sujet. Toutes les deux, nous sommes thérapeutes. Et donc, à notre niveau, eh bien, on avait envie que cette pause qui s'impose reflète un petit peu la candeur et la curiosité que l'on retrouve dans le regard de nos nourrissons, de nos petits-enfants. Et donc, on a eu envie de reprendre ce cours de la vie par son commencement, la naissance. Et donc, effectivement, on se rend compte que les adultes d'aujourd'hui, ce sont les bébés d'hier. Et donc, au printemps de notre vie, dès la naissance, nous sommes des petits anges qui ont une âme qui va incarner la lumière et parcourir son chemin dans cette enveloppe charnelle. Il y a une dimension effectivement très spirituelle que nous aborderons ensemble tout à l'heure dans notre seconde partie d'émission, nos bulles pétillantes et rosées de bien-être. Mais tout d'abord, nous abordons le cocktail sexy de Laetitia, et donc qui, je vous le rappelle, est sexothérapeute à Créon. On va aborder la sexualité, le développement en fait de la naissance jusqu'à l'adolescence. Voilà, sexualité, masturbation, les premiers rendez-vous amoureux, la socialisation par rapport à l'amour, et en seconde partie d'émission, bien, nous allons aborder cette importance de la spiritualité chez nos jeunes enfants dès la naissance et ensuite tout au long de notre vie. On va aussi aborder les dépressions, les problèmes de sommeil. Ça devient vraiment un impact très récurrent en ce moment pour les enfants, hein. Il faut dire aussi, il y a eu une augmentation qui s'est avérée depuis la crise sanitaire. Donc, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme, hein. Donc, il va falloir trouver autre que des médocs. Voilà, on va trouver des solutions ensemble pour aider à justement calmer les enfants quand ils ont des crises d'angoisse. De façon naturelle. On va parler aussi des maladies génétiques, des handicaps qui touchent nos enfants, la bipolarité, la schizophrénie, l'autisme, les troubles du comportement. On va aborder ça ensemble. Et puis, on va aussi aborder l'importance
des écrans dans la vie de nos tout-petits et les répercussions aussi que cela peut avoir sur le développement cognitif de nos enfants. On va aussi juste poser une petite question par rapport à l'intelligence artificielle chez nos jeunes adolescents. Comment on peut réagir à tout ça? Et puis bien, avec notre troisième rubrique, nos sources de joie et astuces mieux-être, on va communiquer les astuces qui vont nous permettre de reconnecter à la famille. Donc, on n'hésite pas à nous poser des questions au 06 72 68 79 82. On se fera un plaisir de vous répondre. Nous sommes en replay sur YouTube, sur CLC Web Radio. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Prochaine émission, le 20 avril 2023 à 18h. Eh ben, tu sais tout, Martine. Oh là là. J'ai bien bossé. Hein. Allez. Première petite chronique. Le cocktail sexy. Absolument. C'est la première pause. Le cocktail sexy. Alors la sexualité, quand même, ça commence de la naissance, c'est sûr. De la naissance à 12 mois, en fait, on va voir le bébé qui va tout porter à sa bouche parce que la bouche est la zone érogène. Donc c'est vrai qu'il va prendre les jouets, il va la mettre à la bouche, chantir, bien bavouiller dedans. Il aime bien aussi le contact peau à peau, ce bébé. Donc on est toujours dans quelque chose de charnel, le cajoler, le prendre dans ses bras. Et après, petit à petit, il va avoir des gestes au niveau des 15 mois où il va commencer à avoir des gestes présents sur des petites érections qui va se faire déjà à 15 mois. Puis après, petit à petit, de 1 à 3 ans, il va avoir le contrôle des sphincters. Tout se fait déjà dans la sexualité. Si on regarde bien, tout se met déjà en éveil sur ses plaisirs, le toucher. Après, il y a aussi tout simplement aussi l'apprentissage de la propreté qui va se faire 2 à 3 ans, mais là, il va voir qu'il a le contrôle de lui-même, le contrôle de son corps. Donc, du coup, on sera sur le schéma corporel de l'enfant et par rapport à ses organes génitaux. Il va pouvoir même des fois toucher peut-être son organe sexuel, peut-être se frotter un peu sur un coussin, ressentir peut-être le désir, le plaisir. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me fait ça? Absolument, Donc, mais il découvre son corps. Exactement. On le voit justement, on parlait de ce respect et de cette bienveillance vis-à-vis de l'enfant. On trouve tout à fait normal qu'un bébé porte sa girafe Sophie à la bouche ou s'amuse avec un petit papier en aluminium qui fait du bruit, qui lui procure une nouvelle sensation. Il est évident qu'un enfant, il va vouloir découvrir son corps. Exactement. Il va mettre à sa bouche, il va goûter. C'est la même chose pour des bébés animaux. Oui. Et donc, on est dans la même chose. Ce qu'il faut, moi, je pense qu'il faut faire super attention, c'est ne pas projeter notre sexualité d'adulte, nos désirs d'adulte, exactement, sur celui en fait de notre enfant qui est à la découverte de son corps. Voilà, c'est juste une découverte du corps. Ensuite, qu'il vienne toucher de temps en temps ses organes génitaux parce qu'il découvre une sensation de chaud, de froid, de plaisir. Ça va peut-être aussi lui apporter le calmer, le rendre paisible, surtout aussi pour les périodes d'endormissement. Ça peut aussi lui procurer la sensation de plénitude, ça peut le calmer. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tout de suite dire non, ne touche pas. Combien de fois j'ai entendu dire autour de moi, oui, tu te rends compte, du coup je lui ai dit non, je lui ai même fait une petite frappe à la main. Non, au contraire, vous laissez votre enfant se découvrir tout simplement. Vous ne devez pas porter une intrusion déjà à votre enfant dès qu'il est petit. Surtout pas d'intrusion. Et la seule chose qui peut être intéressante, c'est justement lorsqu'on l'envoie que l'enfant grandit et qu'il a tendance à le faire en public, lui expliquer tout simplement que en public, on évite ce genre de choses. Exactement. On va plutôt se réserver un petit coin dans la salle de bain, dans la chambre, mais en tout cas, à aucun moment n'exposer déjà une perversion pour quelque chose qui n'est même pas dans l'esprit de l'enfant. Exactement. Il n'y a pas de perversion dans l'esprit d'un enfant. Il est juste en fait dans le contrôle de son corps, la découverte de son corps et la maîtrise de son corps. Après, on va passer dans l'âge où il va être en collectivité. Donc, il y en a qui vont aller à la crèche, donc beaucoup plus tôt,
où déjà on peut voir déjà qu'ils se mordent entre eux, ou alors il y en a qui vont se faire des câlins, ils vont s'embrasser sur la bouche. Mais en fait, ça, ils vont vouloir se toucher le corps pour voir, ah bah lui il est comme moi. Mais en fait c'est ça, c'est juste, ah oui lui aussi, il a ça, elle aussi. Et en fait c'est dans ce toucher qu'ils vont réapproprier aussi leur propre corps. Donc ce n'est pas parce qu'il la touche quelque part ou autre que ça y est, il est malsain. Surtout pas. Surtout pas. Non, mais c'est parce qu'il y a tellement de parents qui mettent leur côté aussi sexualité en fait sur eux, un miroir par rapport à leurs enfants. Mais non, il est juste dans la découverte du corps. Donc en fait, l'enfant est unique. Donc il aura lui son degré d'exploration sexuelle. Donc après c'est à vous aussi de dire bah non mais ça tu peux peut-être pas tu vois c'est peut-être pas permis, voilà. Nous on peut juste dire non là tu vois c'est pas possible, tu peux pas lui toucher par exemple la poitrine comme ça ou la culotte, non là c'est pas possible. Exactement. T'aimerais pas qu'on te le fasse quand même, oui, voilà, tout simplement bébé, sans gronder, on ne gronde pas. Tel un bébé, par exemple, que la maman allaite, va avoir tendance à ouvrir le chemisier de la maman parce qu'il a envie d'aller contre le sein. On peut lui apprendre tout gentiment, si l'allaitement est un peu plus tardif, justement, que non, on ne le fait pas quand il y a du monde. On le fait pas chez la boulangère, devant tout le monde. On évite, on peut comprendre, mais on lui dit d'attendre un petit peu, d'être dans un endroit un peu plus calme. Mais ça n'a rien d'une perversion, encore une fois. Parce que combien de fois j'en ai entendu ils grondaient leurs enfants et ça frustre après leur développement sexuel à l'adolescence. Donc non, on explique que c'est pas bien, mais ou alors peut-être pas à cette période, ce temps, à ce moment, mais on ne gronde pas. Après, il y a le complexe d'Oedipe qui arrive vers 3-4 ans et il va disparaître entre 5 et 6 ans, où là, en fait, la petite fille veut se marier avec son papa, et voilà, le fils avec la maman. Donc là, en fait, c'est pareil. C'est vraiment sur le sexe opposé. On sent bien qu'il y a une attirance sexuelle vis-à-vis de l'autre sexe, du sexe opposé. Donc là aussi, c'est tout. Mais là aussi, on ne gronde pas. On va pas s'énerver un soir. Oui, tu te rends compte de ce que tu dis. Non, on reste calme. Puis après, tranquillement, on va aller à l'école primaire. Et de 6 à 11 ans environ, et ben là, ça commence. Les pulsions, les désirs sexuels. Surtout là, je discute beaucoup avec deux parents parce que j'ai ma fille qui est en école primaire où en fait, maintenant, on voit qu'ils cherchent aussi leur orientation sexuelle. Donc, beaucoup d'enfants, là, en CM2, vont toucher les garçons entre garçons. C'est vrai que là, l'orientation sexuelle commence à se faire sentir en cette époque, je pense. On n'est plus sur de l'hétérosexuel pur. On voit qu'il y a une orientation vraiment qui s'est développée. Et les enfants, ils cherchent s'ils vont aller avec un garçon, si c'est plutôt une fille ou les filles avec une fille. Et j'en ai parlé avec beaucoup de parents où là, en fait, on voit qu'il y a... ils cherchent, ils essayent d'avoir des repères, ils essayent de voir où leur pulsion va, plus chez les filles, chez les garçons... Oui, c'est tout à fait ça. Et il y a une notion que l'on peut aussi remarquer aujourd'hui, c'est qu'il y a une notion de couple. Exactement. Aujourd'hui, très rapidement, un enfant, à partir de 11 ans, il a besoin d'être en couple pour être reconnu. S'il est célibataire, son statut de célibataire fait que quelque part, il n'est pas dans une reconnaissance sociale comme il devrait l'être. Et donc, les enfants ont besoin, donc pour les filles, parce que ce qu'il y a de très antagoniste, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de dégenrer les petits enfants, c'est-à-dire on va s'habiller avec des couleurs qui vont aussi bien aux uns qu'aux autres. On va jouer avec des poupées ou des camions et c'est pas grave, on essaie de ne pas être genré. En revanche, dès que l'enfant grandit, dès qu'il passe cette notion de 7-10 ans, il est genré de nouveau. C'est-à-dire qu'une jeune fille de 11 ans doit être en couple et doit être raisonnable. Elle ne doit pas papillonner de jeune garçon en jeune garçon.
garçon. Un jeune homme, lui, en revanche, Il aura le droit. il aura le droit parce que ça va asseoir sa virilité, entre guillemets. Exactement. Et donc, ensuite, on se rend compte que, suivant les milieux sociaux, le couple ne va surtout pas... N'oublions pas que nos enfants ont été exposés au mariage pour tous et à tous ces chamboulements sociopolitiques. Donc, le couple ne va pas être homosexuel. Ça ne passe pas bien. Il faut qu'il soit socialement reconnu. Donc, même de jeunes garçons qui ont des tendances homosexuelles, rappelons que l'homosexualité se développe intra-utérus. Donc, ce n'est pas un genre que l'on se donne, mais au contraire, il faut dire un aussi, état d'être. Le clitoris, au début, c'était juste un petit pénis, puis ça a juste retroussé. Donc, après, justement, on a des catégories sociales, soit basses, qui ne supportent pas l'homosexualité. Exactement, le côté homophobie. Fille, voilà, ou homme, enfin, ou garçon. Et puis, vous avez des côtés socio-culturels plus élevés qui sont un peu ouverts à cet esprit parce que culturellement, on est au courant de tout ça, mais on ne le souhaite pas pour nos propres enfants. Là aussi, il y a de nouveau une projection de l'adulte sur la sexualité de l'enfant, du jeune adolescent. Ce qui serait intéressant, c'est justement de maintenir un dialogue. Oui, il faut communiquer dans la bienveillance. Et un climat de confiance aussi. Et surtout ne pas dire à l'enfant, ceci ne te regarde pas, tu le découvriras plus tard. Non. Ceci est sa sexualité, il faut en prendre connaissance, il faut en parler avec lui et il va le découvrir de lui-même. Vous n'aurez pas besoin de lui tenir la main, chers parents. C'est normal. En revanche, là où est le rôle important du parent, c'est qu'il doit vraiment être à l'écoute, il doit voir si son enfant, justement, n'a pas tendance à trop se masturber ou à trop avoir des comportements d'accroche. En fait, il faut aussi qu'il respecte aussi les limites. Il ne faut pas être dans les excès. Oui. Donc là, si on consomme de trop, voilà, c'est ça, exactement. Et parfois, il faut aller dans le consentement. Ils sont tombés sur des images pornographiques qui les ont choqués. Ça, c'est avec les écrans, surtout. Donc, que là, ça se développe déjà dès l'âge de 8 ans, la pornographie sur les écrans. Voilà. Il y a déjà au moins une bonne majorité, déjà à 8 ans, qui regardent du porno sur les écrans. Donc là, il y a quand même à tirer la sonnette d'alarme. Soit ils ont été victimes d'agressions sexuelles. Ça aussi, malheureusement, il y en a quand même pas mal, j'en reçois. Énormément. Absolument. Donc, Et c'est important de dire à nos jeunes enfants, nos jeunes adolescents, qu'il y a des limites dans cette sexualité. Il faut que l'autre soit consentant. Il faut lui apprendre à, justement, tu parlais de ces jeux entre jeunes gens où ils se touchent plus ou moins, ils ont une attitude comme ça, touche pipi, on va dire, où ils sont borderline avec le côté sexuel et le côté jeu. Mais c'est là, les petits animaux font la même chose. Ils jouent entre eux. Ils essayent de mettre des limites, justement. Et puis, ça leur passe. C'est pas quelque chose qui reste habituel. Quand vous avez une personne de 35 ans qui fait la même chose, alors là, oui, on peut se poser des questions avec ses collègues de travail. Oui, là, on va se poser des questions. Là, on va se poser des questions. Mais un jeune enfant, eh bien, justement, il cherche à découvrir sa propre sexualité. Et encore une fois, ça lui appartient et ce n'est pas celle de ses parents. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'intrusion. Par contre, vous pouvez communiquer dans la bienveillance, mettre quand même les limites, lui dire quand même il faut un respect de limites, savoir oser dire non, ça c'est important. Parce qu'il y en a qui ont peur aussi de dire non, et beaucoup de filles aussi qui, tu sais, toujours la petite fille qui veut toujours bien faire. Oui, mais pas en sexualité. On dit non si on n'a pas envie, si on n'a pas de désir. C'est justement là que les parents doivent intervenir pour expliquer eux-mêmes leur façon de voir la sexualité. Elle est saine. Et donc, cette jeune fille, si on lui explique que on a le droit de refuser, elle va le comprendre tout à fait. Donc, c'est important de pouvoir parler le jeune homme de la même façon. Exactement, aujourd'hui, voilà. Donc, après, il va avoir... parce que ça me fait rire, parce que j'avais eu un patient...
Il dit oh mon Dieu, quand je me suis masturbée, et il y avait du liquide qui sortait, c'était horrible. Je savais pas c'était quoi. Mais du coup, lui, ça l'a choqué. Donc, c'est pour ça qu'on va communiquer, en fait, de dire, moi, je l'ai fait aussi à mon fils. Lui, quand tu vas te masturber, vu que j'avais eu le patient qui me l'avait dit, j'ai dit, tu sais qu'il va avoir le liquide qui va sortir, le sperme et tout. Alors, on dit la texture, si c'est blanc, voilà. On explique tout simplement, très naturellement. Mais il ne faut pas qu'il y ait... voilà, on laisse aussi l'imagination après se faire, par contre. On ne va pas dire, oui, il y a telle position à faire lorsque tu auras un rapport sexuel. Non, on ne projette Là, pas. on ne projette pas. On laisse, voilà. Si on lui dit oui, par exemple, il va dire oui, mais tu sais, moi, quand je suis dans les vestiaires au foot, mon pénis, il est petit. Ok, tu sais qu'il y a différentes formes de pénis, il y a différentes tailles de pénis, mais c'est pas pour autant que voilà, ta virilité ou toi-même, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Il faut vraiment rassurer sur le fait rassurer que tout fonctionne bien, que la sexualité, de toute façon, voilà, c'est naturel, que tout va bien se passer aussi, parce qu'il faut aussi avoir des paroles très rassurantes, parce que même eux, dans leur corps, tout change. Et c'est vrai que c'est très perturbant pour eux. Donc, on préserve l'enfant en ne lui disant pas tout non plus. On lui laisse son côté imaginaire, créatif, et lui aussi va faire, comme tu dis, on va pas lui tenir la main. Ouais, on va le laisser faire aussi et découvrir aussi sa sexualité. Voilà, il n'y a pas de mode d'emploi pour embrasser un garçon. Il n'y a pas de mode d'emploi pour faire la première fois. Chacun la vit différemment, à son rythme. Donc, tout simplement. C'est vrai Tu parles d'ailleurs de la première fois. Chez les jeunes filles, l'âge a tendance à diminuer. On est un petit peu en dessous 14 ans. Oui. Parce que les jeunes filles ont pris une certaine autonomie sexuelle aujourd'hui et se comportent un peu plus comme se comportaient les garçons autrefois. Un garçon reste à peu près à l'âge de 17 ans. Donc, oui, c'est vrai que c'est toujours plus tard. Exactement. Alors, c'est exactement... C'est pour ça qu'il va falloir faire attention. Parce que ces filles aussi vont aller aussi être attirées par des hommes beaucoup plus âgés. Donc, c'est pour ça que le oser dire non aussi, c'est quand même important. Complètement. Et expliquer à nos enfants ce qui semble normal par rapport à une sexualité, ne pas essayer encore une fois, de projeter la sexualité adulte sur celle de nos enfants qui, n'oublions pas, et je le répète et je le répéterai toujours, regardez les yeux de vos enfants, ils sont pleins d'innocence et de bienveillance. Donc, ne sortons pas sur des perversités, sur des déviances qui n'existent pas dans leur esprit. Après, on peut se demander pourquoi un enfant, et si on a un enfant, par exemple, qui est handicapé ou qui a un problème mental, une maladie, pourquoi il a besoin de cette masturbation? Parce que peut-être que ça va l'aider à gérer ses émotions. Un défouloir ça va aussi. être un moyen d'attirer l'attention de l'adulte. Il a besoin d'affection. Donc, ça serait bien que justement, on lui fasse des câlins. C'est un moyen aussi d'abaisser un petit peu son humeur avant un endormissement. Il a besoin de se caresser pour sentir son corps se calmer. Il a besoin aussi de gérer son ennui. Et donc, on se rend compte et aussi peut-être encore la maîtrise de son corps s'il y a vraiment un handicap, tu vois, pour et si l'adulte encore. est là, et si l'adulte ou l'animal est à ses côtés pour l'aider à avoir suffisamment d'affection, pour aider à faire des câlins, avoir des contacts tactiles. Exactement. Donc, travailler sur la partie cognitive de cet enfant, eh bien, les choses vont se réguler d'elles-mêmes. Une fois encore, il faut avoir beaucoup de respect dans cette façon de traiter l'autre. De toute façon, il n'y a pas de secret, on est vraiment dans l'essence, hein. Il faut pas se leurrer. Hein. Et il y a une chose qui est très importante, tu le disais tout à l'heure, on sait qu'à partir de l'âge de 5 ans, l'enfant est capable de commencer à gérer la pudeur. Exactement, parce qu'il termine en fait sur son complexe d'Oedipe. Et là, tout simplement, il va dire « Waouh, ça y est, je suis autonome ».
Et là, je vais pouvoir gérer moi-même mes désirs et voilà, mes envies et d'aller voir vraiment ma sexualité, quoi. Alors, mais ça travaille énormément, mais très très tôt maintenant. Oui, mais ça fait partie du corps. Partie du corps. C'est vrai que par contre, ça s'est accéléré. Parce qu'avant, nous les enfants, on n'était pas si précoces, tu vois. Alors petit, on était, je pense, à peu près dans les mêmes fonctionnements, oui, exactement. Sauf qu'on était beaucoup plus entourés. On avait des choses à faire. On n'était pas devant la télévision pendant 2 heures dans la journée. Ça, c'est les écrans aussi qui ont joué et qui ont explosé le code. Ouais, aujourd'hui, dans une famille normale, on va dire qu'il y a 6 écrans. Pour une famille de 4 personnes, 2 enfants, il y a 6 écrans à peu près. Donc, on n'était pas enfermés non plus dans des chambres où on avait la télévision et on nous laissait dans notre chambre. Aujourd'hui, et sans vouloir être désagréable, certains parents... laissent la tablette facilement. Laissent la tablette et puis surtout laissent l'enfant livré à lui-même parce qu'ils sont occupés à autre chose. On l'a vu pendant le confinement, il fallait travailler, il fallait être en visio en permanence pour faire son travail. Donc pendant ce temps-là, les enfants, eh bien, ils dessinent pas, ils font pas du piano, ils chantent pas dans leur chambre parce que ça fait du bruit. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent la tablette, la télévision à longueur de temps. Donc ils s'ennuient. Qu'est-ce que fait leur corps ? Il a besoin d'exulter, comme le disait Jacques Brel. Et quand même, tu peux quand même voir qu'il y a 4h37, c'est le temps moyen passé par semaine sur Internet pour les enfants âgés de 1 à 6 ans. C'est quand même énorme. Hein. C'est incroyable. Et 7-12 ans possèdent un smartphone. Oui. Et les 7-12 ans possèdent déjà une tablette à 36%. Voilà. Eh bien, on verra tout à l'heure un petit peu comment on peut gérer les tablettes, gérer les temps d'écran et comment faire les choses. En tout cas, si on doit résumer cette sexualité... Donc, si on doit résumer la sexualité, c'est une communication bienveillante sans intrusion. Oui. Et aussi, il faut rester dans la confiance. Il faut toujours garder ce lien de confiance avec votre enfant. Si déjà vous le coupez, c'est pas possible. Là, vous avez déjà perdu d'avance. Hein. Et lui parler des bonnes choses quand votre jeune fille de 12 ans commence à avoir un date. Donc, eh bien, oui, on dit, OK, si elle vous le dit, voilà, j'ai un rendez-vous, eh bien, on lui dit, attention, peut-être, quand on discute, parce qu'elle dit, tu sais, eh bien, à chaque fois, il me prend mon portable, il regarde à qui j'ai envoyé un SMS. Eh bien, si la personne est trop jalouse, ce n'est pas normal de regarder à qui elle a envoyé un SMS. Expliquez-lui que peut-être ce jeune homme-là l'aime beaucoup, mais il est un peu trop jaloux, qu'il faut y faire attention. Oui, après, ça revient gentiment aussi sur sans nommer ce jeune homme, mais expliquer par des chemins différents que la jalousie, c'est pas forcément bon. Le fait d'avoir envie de la partager avec un copain, même si c'est son meilleur ami, ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc, ayez le courage de parler et d'échanger avec vos enfants. Prenez du temps, débranchez vos téléphones, écoutez ce que vos enfants ont besoin de vous dire. Ça, c'est hyper important. Et sinon, vous allez aussi aborder tout ce qui concerne la prévention, parce que les maladies sexuellement transmissibles, ça sera par rapport à vous, les parents, la contraception aussi, les grossesses précoces. OK, il y a des infirmières au collège, mais aussi le rôle aussi des parents est là aussi pour cette prévention. Complètement. Et même chose, cette prévention, elle doit être abordée dans la bienveillance. On ne va pas dire, t'as un date, allez, tu prends des préservatifs et tu t'en prends 15. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Non, on va expliquer gentiment. Peut-être on va expliquer tout bêtement comme on le fait à nos jeunes filles, comment mettre un tampon, comment mettre un préservatif. Ça fait partie des choses de la vie. C'est tout à fait normal, comme manger et boire, ou aller faire du sport, ou aller au cinéma, ou prendre le métro. Très tôt, hein, les filles qui ont leur première et aucun règle. Regard malveillant sur ce genre de comportement. Essayez d'accompagner le plus possible vos enfants, de discuter avec eux, observez-les. Si jamais vous voyez que quelque chose ne fonctionne pas, qu'il y a une addiction, qu'il y a un mal-être,
eh bien, c'est peut-être le moment d'aller consulter. Nous avons Laetitia qui est sexothérapeute, vous avez des ergothérapeutes, vous avez... On a tout un panel dans la médecine douce aussi, même au niveau anxiété, parce qu'il y a aussi des troubles d'anxiété qui se mettent en dessous. Donc, sophrologue, hypnothérapeute, énergéticienne, magnétiseuse. Toutes ces techniques sont très bonnes de toute façon. S'il y a un problème déjà dans la sexualité ou dans les addictions, de toute façon, il faut aller voir déjà la source la plus profonde. Et les addictions, je le répète, les addictions se soignent grâce à des psychologues qui sont spécialisés dans les addictions. Et arrêtons de dire aux gens qui sont justement addicts à quelque chose qu'ils n'ont pas de volonté pour s'en sortir. C'est faux. L'addiction, c'est une maladie particulière et il faut qu'elle soit soignée de façon particulière et très ciblée, encore une fois. Eh bien, nous finissons cette chronique, pardon, je vais y arriver, cette chronique sexy sur nos jeunes enfants avec ces grands yeux ouverts et soyons à l'écoute, essayons de discuter et surtout ne reportons pas notre sexualité sur nos enfants, d'adultes. Et on se quitte sur cette première chronique avec une chanson grandiose de Pomme. C'est la seconde pause. Les bulles pétillantes et rosées de bien-être. On a tellement de choses à dire sur notre enfance et sur l'enfant qu'on a été. Eh oui, le printemps de nos vies, on est sur CLC Média, la radio des copains à Montcarré. Donc, deuxième partie d'émission, donc nos bulles pétillantes et rosées de bien-être. Voilà, hier, on était le 5 avril et il y a quelque chose qui m'a profondément heurtée. C'est de savoir qu'aujourd'hui, il y a 500 bébés qui sont victimes de secousses mortelles par an. Et donc, ça a augmenté. Ce taux, malheureusement, a augmenté. Comment peut-on... Alors, je comprends que par moment, quand un enfant pleure et qu'il a du mal et qu'on est fatigué et qu'il faut essayer de dormir et qu'il pleure en permanence et il pleure plusieurs nuits de suite, ça soit difficile. Mais de là à secouer violemment son enfant et le faire mourir, parce que justement, c'est très compliqué. Donc, dans un cas sur 10, l'enfant décède et dans 3/4 des cas, il aura à vie un handicap moteur, cognitif ou sensoriel. Donc, c'est grave de secouer son enfant. Et il n'y a pas que des fois les propres parents, c'est des fois des assistantes maternelles qui secouent les enfants. J'ai eu un cas une fois au cabinet où la maman ne s'est jamais remise de ça. Elle ne pouvait plus aller rechercher son enfant. Voilà, c'était donc, horrible. C'était la journée nationale hier et je tenais à rappeler que voilà, ces jolis bébés avec ces grands yeux innocents, on leur fait beaucoup de misère et entre autres en France. Et là, c'est pas en période de guerre. On n'est pas dans des pays où on a faim, où on est mal garanti par rapport à la nourriture, à la vie de tous les jours. C'est vraiment en France et souvent dans des milieux qui ne sont pas si défavorisés que ça. Ça arrive dans tous les milieux, dans toutes les classes sociales. Alors, si vous supportez plus votre métier d'assistante maternelle, on fait une reconversion. On essaye de trouver quelque chose qui soit plus approprié parce que je comprends que ce soit un métier très fatigant. Je comprends que des fois, c'est vrai que moralement, ça épuise. On est dans des fois un épuisement mental, une surcharge aussi mentale à tout prévoir avec tous ces enfants qui sont là. Même pour les parents, je comprends que vous soyez épuisés, mais alors, mettez votre enfant chez votre sœur, essayez de trouver une autre solution. Oui, le papa qui garde l'enfant, essayez des gardes alternées pour que vous soufflez. Mais il y a aujourd'hui alors
tu parles des assistantes maternelles et moi je tire mon chapeau à toutes ces personnes parce qu'il y a C'est finalement fatigant, hein. très peu d'accidents justement de bébés secoués chez des assistantes maternelles. C'est souvent dans les familles malheureusement que ça se passe. Oui, tu vois, mais moi, vu mon expérience, Oui, mais c'était le toi, contraire. voilà, Tu vois. et aujourd'hui, vous avez des MAM, vous avez des maisons Oui. justement d'assistantes maternelles où elles sont plusieurs, vous avez tout un C'est tas pour ça qu'il faut se relayer. des gardes alternés, des crèches où il y a différentes personnes pour garder les enfants. Donc, faites attention à ce syndrome qui est quand même très important. On va enchaîner justement avec l'importance de la spiritualité chez nous, nos tout jeunes enfants. Et oui. pourquoi je réagis en tant que thérapeute. Parce que bien souvent, quand on a une personne de 45 ans qui vient nous voir et à qui on lance cette phrase télépathique « Bienvenue sur cette terre, joyeuse naissance à vous », il y a quelque chose qui vient se reconnecter entre le corps et l'âme, cette âme qui nous habite et qui va chercher son chemin tout au long de notre vie. On a une énergie qui nous est propre et donc on peut comprendre. Alors la spiritualité, ce n'est pas la religion. La spiritualité, c'est simplement une façon de voir les choses et une façon, je dirais presque, pour ma part en tout cas, vibratoire. On a une énergie qui nous est propre, qui arrive Et une histoire à la naissance. qui nous est propre. Le bébé a envie de venir sur cette terre ou pas. Il a choisi ou pas sa famille et il va toute sa vie cheminer vers le chemin de la lumière dans ce corps dans lequel il est incarné et puis il va aller jusqu'à la fin de sa vie dans ce corps cette enveloppe qu'il laisse à un moment donné de sa vie pour continuer à partir dans l'univers. Et donc ce bébé, et on en a vraiment aujourd'hui tout un tas d'exemples. Quand on regarde un petit bébé, on dit il est beau comme un ange. Exactement. Et il est habité de cette lumière spirituelle. Il a choisi de venir et c'est sa vie et il va faire son chemin de l'âme. Et c'est pour ça qu'on a choisi aussi de vous parler de la naissance, puis ensuite du 0 à 7, puis du 7 à 14, et ensuite de 7 ans à 7 ans, vous avez des cycles qui vont se construire autour de votre âme et qui vous montrer quel est votre chemin. Et bien souvent, les gens qui n'ont pas écouté ces cycles... Et oui, ça se répète. Et à 45 ans, d'un seul coup, ils disent « Non mais attends, mais moi je veux pas être ingénieur, agronome du tout. Moi j'ai envie d'être menuisier. Quand je touche du bois, c'est tellement bien. Moi j'ai plus envie d'être maîtresse d'école, mais à l'inverse, j'ai envie de garder des enfants, d'être assistante maternelle. Ou je n'ai plus envie de vivre cette vie. Je m'engage dans des associations, de l'aide. Donc c'est votre chemin d'âme, finalement. C'est l'énergie qui est en vous et qui se révèle d'un seul coup. Et ce qui est intéressant, on en a des exemples sur cette incarnation à la naissance. Vous avez aujourd'hui des péricultrices qui sont formées à cette spiritualité et qui récupèrent votre enfant qui a souffert pendant un accouchement ou c'était un accouchement par césarienne par exemple et qui donne le premier bain à l'enfant en lui parlant avec beaucoup de douceur et qui remettent cet enfant dans cette eau chaude qui représente le ventre de sa maman. Et qui d'un seul coup lui retire toutes les peurs, les angoisses, les stress qu'il a pu vivre à l'accouchement et on sent l'enfant qui se détend et dans le cadre d'une césarienne, entre autres, on voit la maman qui découvre son bébé et qui revit cette naissance avec beaucoup de bonheur. Et ça, c'est extraordinaire. Dans le milieu hospitalier aujourd'hui, donc, il y a des sages-femmes qui sont complètement
rodés à cette spiritualité, qui ont conscience de l'âme, qui ont conscience de l'énergie de l'enfant à sa naissance, mais aussi qui vont avoir conscience de l'énergie de cette personne de 80, 90, 70, 90 ans qui va s'en aller aussi et qui va l'accompagner Exactement. sur ce chemin, à quitter la matière de son corps, mais à continuer à aller incarner la lumière. C'est beau tout ça, Martine. Mais oui, mais C'est c'est des éclosions de conscience. ce sont des... Voilà. C'est ça. Et on se rend compte que tout au long de notre vie, on parle de synchronicité, mais il n'y a jamais de hasard, il n'y a jamais de Non, rencontre. Tu rencontres pas quelqu'un par hasard. Hein. Donc, je pense qu'il faut déconnecter le mot spiritualité de religion, mais c'est simplement une énergie qui nous emmène, et cette énergie de l'enfant, elle est réelle. Elle est réelle, ouais, parce que tu la vis. Hein. Puis moi, ayant travaillé déjà avec la sophrologie et la maternité, il y a beaucoup de liens énergétiques qui se créent déjà, même quand vous faites une fausse couche. Automatiquement, vous allez avoir de l'énergie négative sur cette fausse couche, tu vas avoir encore le deuil et tout. Et c'est vrai qu'en travaillant sur l'énergie, en repréparant les choses au niveau du corps, déjà de la maman, de refaire le deuil, de nettoyer comme si on préparait son nid, hein, comme un oiseau, et des fois, on retombe ensemble directement et là, ça tient, ça tient, et heureusement, parce que le nettoyage énergétique, qu'on y croit ou pas, ça fonctionne. Ah, mais complètement. Oui. Et on le voit aussi on parlait des enfants, et on parle peut-être des enfants, justement, je parlais des bébés secoués, mais on parle aussi des enfants qui pleurent beaucoup, qui ne veulent pas quitter leur maman. Eh bien, ce nettoyage énergétique, il est important dans ce cas-là. L'enfant, simplement, a eu une projection. La maman avait besoin de cet enfant. Souvent, on est enceinte, on tombe enceinte parce qu'on a besoin de cet enfant. C'est qu'on ne sait pas vivre seul. Et cet attachement à ce bébé va nous emmener vers Exactement. une autre vie. Et donc, quand il y a une énergie entre la maman et le bébé, eh bien, ce bébé, des fois, ne veut pas dormir la nuit parce qu'énergétiquement, il est lié à sa maman et il a peur qu'il arrive quelque chose à la mère. Donc, il va rester éveillé. Comment il fait pour rester éveillé? Il pleure et il manifeste son attachement. Quand la maman le prend dans les bras et le met dans le lit, ça va mieux. Ça va mieux. C'est pas du tout une comment on appelle ça je trouve plus mes mots. Il ne fait pas de comédie. C'est simplement qu'il est attaché énergétiquement. Quand on a un nettoyage énergétique à ce niveau-là, eh bien, on arrive à décrocher l'enfant. Tu parlais des fausses couches tout à l'heure. Il y a ce nid qui est prêté ensuite à une nouvelle naissance. Exactement. Peut avoir des énergies qui restent dans ce nid. C'est pour ça que je nettoie tout le temps. Le nouvel enfant va être porteur des énergies de l'autre enfant. Et principalement, j'ai remarqué qu'il y a... Des fois, il y a encore une nouvelle fausse couche. Alors, soit il y a une nouvelle fausse couche, soit l'enfant à naître il va avoir les émotions en fait de l'autre enfant. Et c'est pour ça que c'est bien de nettoyer. Et c'est pour ça qu'après, je revois l'enfant aussi. Ouais, complètement. Oui. Donc, c'est intéressant de se rendre compte dans quelle énergie le bébé vient au monde et de pouvoir nettoyer. Parce que tout au long, on en reparlera de ces cycles, mais tout au long de sa vie, il se construit, son âme Exactement, se construit. et on a tous des cycles, et on le sent. Tous, et quand durant ces cycles, il y a quelque chose qui se passe systématiquement, c'est qu'on n'est pas venu faire le recul nécessaire sur ce blocage, sur ces angoisses. Non, il faut on ne s'est pas posé de questions suffisamment. Donc, il faut s'interroger et se dire, waouh, tous les 4 ans, j'ai ce même processus qui s'enclenche. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va aller chercher, on va aller nettoyer et de cette façon-là, on va arranger les choses, on va supprimer ces blocages. Et tout au long de notre vie,
on va vers ce genre de choses. Et oui, et si on regarde bien, il y a vraiment un travail de vie antérieure aussi, qu'on y croit ou pas. Il y a des transmissions familiales, héréditaires, génétiques, ou alors là, on revient du coup sur les troubles bipolaires, tout ce qui est autisme et la TDAH. TDAH. Ah, ouais, TDAH. Voilà, TDAH. On y tout arrive. ça, en fait, c'est génétique, c'est héréditaire. Il y a eu assez de... d'études qui ont été faites à ce sujet, absolument. Parce que ça vient de la génétique. Alors, on n'est plus tout à fait dans le même univers non, que là, cette on n'est plus dans le même karmique, univers de karmique, mais en même temps, il y a quand même une transmission peut-être qui se fait déjà dans le côté cellulaire, directement au niveau de l'ADN. Exactement. Là, on est plus dans un... Alors, c'est toujours pareil, on est toujours dans la vibration, puisque l'ADN vibre, et donc on est toujours dans cette énergie. On est composé quand même de 90% d'eau, et sachant que l'eau, en fait, ça vibre, va véhiculer automatiquement, les gènes aussi, ça va véhiculer. Donc, le trouble bipolaire, il est vraiment... transmis en fait. Un enfant sur 10 environ, dont le père ou la mère est atteint de ce trouble, développera également la maladie. Oui. Donc on voit bien qu'il y a des liens, c'est ça, cellulaires, et puis il y a peut-être une dette aussi karmique. Il y a tout un processus à mettre en place. À mettre en place. Et il y a surtout un processus à mettre en place. Alors là, ça reprend un petit peu ce qu'on disait au début de l'émission, c'est-à-dire il faut avoir beaucoup de bienveillance. Et bien, quand on a des personnes qui sont handicapées par ces maladies, il faut être très bienveillant, il faut pouvoir s'en occuper, il faut pouvoir être à l'écoute, échanger. On se rend compte qu'un enfant autiste, alors attention, il n'y a pas de miracle, mais en tout cas, de le mettre dans des structures... ça, c'est vraiment aussi bien, mais il faut déjà trouver la structure. Mais justement, donc, l'hôpital psychiatrique n'est surtout pas un endroit adéquat pour un enfant qui est autiste. Donc, il faut avoir des structures de maisons. Il y a les maisons de Vincent aujourd'hui, il y a des maisons qui se créent un petit peu en France. Il y avait beaucoup de maisons sur la Belgique. Je sais que c'est compliqué d'avoir une place, mais il faut... C'est très compliqué, mais se battre, soi-même, il faut être très bienveillant par rapport à cet enfant qui a besoin de communiquer avec nous, qui a des angoisses, donc il faut beaucoup le prendre dans ses bras, il faut beaucoup le rassurer. Ils adorent les câlins, ces enfants-là, ils sont aussi dans le toucher, donc on revient toujours dans à ces ce qu'on a dit au départ. Tu vois, au départ. Oui. Et l'autisme, en fait, on est quand même sur aussi quelque chose de génétique à 60%. Donc après, le reste à voir, mais c'est quand même 60%. C'est beaucoup avec les vaccins. Ça y est, il a développé l'autisme. Mais non, en fait, on reste quand même dans la génétique là-dessus. Je l'ai vécu parce qu'une amie à moi, en fait, tous les samedis soirs, elle venait chez moi, elle fait « Tu sais, j'ai mangé des champignons, Laetitia. C'est peut-être ça. » Mais non. C'est... Voilà. Donc... c'est vrai, quand on a un enfant autiste, c'est compliqué à le vivre. Il ne faut pas culpabiliser. Il ne faut pas culpabiliser. C'est vrai que le couple en prend un coup, ça c'est sûr. Mais il faut garder toujours ce côté bienveillant et donner de l'amour. Tu parlais depuis le début de la séance, l'amour de nos enfants, l'amour à nos enfants. Et eux aussi nous apportent énormément. Parce que cette petite fille, elle est incroyable parce qu'elle a ses yeux qui pétillent et elle voit le monde de l'invisible que nous, on ne voit plus. Tu vois, sur la spiritualité. Ouais. Donc, c'est là que son âme, elle est touchante. Eh bien, moi, je te cite l'exemple de la jeune femme qui nous a vendu notre maison à Bergerac. Elle a 2 garçons qui sont autistes. Elle va se marier, ou elle est peut-être mariée aujourd'hui, mais en tout cas, son couple va très bien. Ces 2 grands garçons grandissent avec beaucoup d'amour et elle est extraordinaire. C'est une jeune femme qui travaille dans l'immobilier, évidemment. Et elle est rayonnante et très bienveillante. Et donc, comme quoi, on peut faire des choses. Je pensais à Samuel Le Bihan, je pense à d'autres personnes. Il y a Églantine aussi. Voilà. Je cherche le nom du papa de Louis, Francis Perrin.
Il y a les maisons de Vincent qui ont été fondées par Hélène Médig. Aujourd'hui en France, on arrive à comprendre que l'autisme n'est pas un arrêt, mais au contraire, c'est hyper riche. Et quand on peut aider son enfant, et là, il faut vraiment être très puissant pour l'accompagner, l'enfant se développe et l'enfant prend conscience de son handicap. Mais après tout, qui n'est pas handicapé de quelque chose, dis-moi. Oui, c'est vrai. Hein, si on va par là, est-ce qu'on n'est pas handicapé de quelque chose? Nous, regarde, moi je suis pipelette, hein, donc handicapé de la parole. On est tous différents et en aidant cet enfant autiste, alors ça prend peut-être un peu plus de temps qu'un autre enfant, un peu plus de soins, mais en tout cas, on a tellement ce plaisir de le voir se développer. Oui. Et développer, c'est toujours la même chose. J'entendais tout à l'heure en venant à la radio, Mathieu Thomas, qui est un joueur de badminton, hein, qui a eu le nerf crural, qui a été coupé parce qu'il avait une cellule cancéreuse, donc il a une cuisse qui ne fonctionne plus. Aujourd'hui, il est au niveau national, il va faire les Jeux au niveau badminton. Il a continué à s'entraîner, donc quelque part, il avait ses sens, il en avait 4, 5 et il en a un 6e. Exactement, du handicap. Il est encore plus riche que nous. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi les Jeux olympiques pour les handicapés. Ouais, les Paralympiques. Alors évitons de regarder les gens avec un regard qui juge, parce que bien souvent, ces enfants autistes ou bipolaires, je pense à Mika qui fait de la Zumba. Ils ont beaucoup déjà à nous apprendre richesse, et aussi ils ont de la richesse et ils ont beaucoup à nous apprendre, je pense. Complètement. Alors on part sur notre deuxième facette de cette chronique, en se rendant compte justement qu'à force de regarder les gens de travers, eh bien, on a développé des enfants qui souffrent de dépression, qui souffrent de problèmes de sommeil. Et alors, pas qu'un peu, parce qu'on se rend compte que ce sont des chiffres qui ont augmenté de 23% sur les antidépresseurs, de 15% sur les anxiolytiques, qu'on est à des sommes, des comptes phénoménaux par rapport au traitement de nos jeunes enfants avec des médicaments pour calmer les troubles du sommeil, mais en fait, il n'y a pas besoin de médicaments pour ces troubles du sommeil, tout simplement parce que dans la majorité des cas, l'enfant n'a pas besoin de somnifères. Il faut juste retravailler son comportement et ses habitudes de coucher et aussi de recourir à la relaxation, à la méditation. Je pense que la méditation... elle a déjà eu ces études qui ont été faites pour vraiment améliorer le tout. On a le docteur Bouy qui a aujourd'hui a des études suffisamment performantes pour pouvoir assurer que la méditation va supplanter la prise de médicaments. Exactement. Dans beaucoup de cas, alors faut être toujours très prudent parce qu'on peut avoir des dépressions très profondes, mais on va progressivement diminuer la prise de médicaments par la méditation. Après, qu'est-ce que c'est que la méditation ? C'est quand tu veux, où tu veux. Il ne faut pas être religieux pour faire de la méditation. Oui, et tu n'es pas obligé d'être allongé. Hein. Tu peux contempler un arbre tout simplement et te mettre en état méditatif. L'état méditatif, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être se concentrer pendant quelques instants. Et se mettre dans son sa cocoon, bulle. Voilà. Chose que l'on ne sait plus faire aujourd'hui. Parce qu'il faut toujours avoir cet écran. Il y a des écrans. Ou alors on en a 3. On a l'ordinateur qui fait les devoirs. On a le petit texto qui arrive de la copine. On a la tablette qui nous fait de la musique. Et puis on a un autre petit gris-gris qui va... Donc de temps en temps, on le verra tout à l'heure, on va mettre tout ça sur pause avion. Donc c'est important aussi de voir que le sommeil, c'est une chose. Le temps de sommeil n'est pas forcément... important aussi, et pas d'écran avant d'aller dormir aussi, ça trouble le comportement du sommeil.
Ça, c'est une chose, mais ce que je voulais dire, moi, c'est que... Vas-y, merci. C'est vrai aussi. Mais oui, quand même. C'est que justement, ce temps de sommeil, on peut très bien dormir 9 heures, mais ce n'est pas un sommeil récupérateur. Donc, il faut aussi faire des exercices, comme tu le disais, éviter les écrans avant d'aller se coucher. Alors, ne surtout pas textoter jusqu'à des heures pas possibles avec les copines. On éteint son téléphone, il sort. Ne pas regarder la télévision dans sa chambre. De grâce, ne mettez pas les télévisions dans la chambre des enfants. Vous aussi, adultes, votre chambre... Alors, je sais qu'on a eu le confinement. Je sais que les appartements sont petits et que des fois, on ne peut pas faire autrement. Il vaut mieux avoir une petite chambre et ne la consacrer que au sommeil. C'est notre endroit cocooning pour dormir, pour lire, pour faire des activités calmes, des temps calmes, plutôt que d'avoir une grande chambre avec un bureau, avec un espace de sport, avec... La table à repasser. La table à repasser pour certaines. Et puis, il y a une chose qui est vraiment importante aussi. Quand vous avez votre enfant et que vous voulez le punir, ne le mettez pas dans sa chambre. Alors, on disait, tu vas au coin, mais pas dans sa chambre. Sa chambre est un lieu de bien-être. Oui, il faut que ça reste un côté cocooning. Exactement. Si il a son bureau à l'intérieur de sa chambre parce que l'appartement est un peu petit, ça reste quand même un endroit cocooning où il est au calme pour faire ses devoirs. Et à partir de ce moment-là, il s'installe dans une énergie de sommeil qui va être un sommeil calme. Mettez aussi peut-être une synergie. T'as fini de me couper la parole. Mettez aussi des rideaux occultants qui vont permettre, si l'enfant a besoin de se trouver au calme dans le noir, qui vont lui donner une belle qualité de sommeil. Perso, je sais que si j'ai pas de rideau suffisamment occultant, je suis réveillée de bonne heure. Oui, moi aussi, ça me perturbe. C'est très bien d'être réveillé, mais on est des adultes. Un enfant, il a besoin d'un certain temps de sommeil et surtout, il y a des études néo-zélandaises qui ont travaillé sur la qualité de sommeil. Et donc, il faut défendre cette qualité de sommeil. Alors, pour ma petite synergie pour le sommeil, un peu de lavande, donc 3 gouttes d'huile essentielle de lavande, 2 gouttes d'orange ou de mandarine et 2 gouttes de camomille. Très bien. Et là, tu fais diffuser dans la chambre. Mais ça va calmer, en fait, avant d'aller dormir. Mais oui. Et tu peux aussi mettre un peu de menthe poivrée qui va vraiment aider l'enfant à se poser. Tu peux même faire des petits massages sous la voûte plantaire, peut-être avant. Mais faisons des massages à nos enfants avant d'aller se coucher. Le toucher. Le toucher permet de calmer. Alors, le câlin. Le câlin, ils adorent ça. Et puis, ça fait monter cette hormone du plaisir, l'oxytocine. On va pouvoir se poser avec notre enfant. Quand on était petit, on faisait de la lecture. Le câlin. Mais oui, donc il faut faire attention à tout ça. Il faut faire attention justement à ce que nos enfants ne soient pas emprunts non plus à trop d'anxiété. J'avais une petite fille en cours de comédie musicale qui, lorsque j'avais demandé aux enfants de se présenter avec un adjectif, elle est arrivée et elle m'a dit « Moi, je suis stressée ». Et je lui ai répondu « Bien non, Chloé, tu n'es pas stressée. Tu es peut-être anxieuse ». Et j'ai vu son visage se métamorphoser. Le mot anxieuse était un mot qu'elle comprenait. Le mot stressé est un mot d'adulte. C'est un mot fourre-tout aussi, donc, le stress. On a projeté du stress sur cette petite fille qui est simplement anxieuse. Et les mots, la programmation neuro-linguistique, justement, la vibration du mot stress, c'est une vibration d'adulte qui est sèche, qui est dure, alors que anxieuse, elle se reconnaissait et donc elle pouvait travailler dessus. Et petit à petit, j'ai vu cette Chloé se métamorphoser et s'ouvrir. Et en fin d'année, quand on a refait le bilan, elle avait toute confiance en elle. Elle avait pris confiance en elle. Oui. C'était pas toute confiance, mais elle avait pris confiance en elle. Donc, c'est important aussi de donner les bons mots. Encore une fois, parce que tu mets des mots sur les mots. Les mots sur les mots, après, tout prend son sens. Absolument. Et là, tu peux faire la guérison. Complètement. Donc, travailler là-dessus le plus possible. Et donc, on a parlé rapidement des écrans. Donc, supprimer
Le plus possible. Alors, Les écrans. il y a aujourd'hui, pour beaucoup... On a le contrôle parental. Je l'utilise. C'est C'est-à-dire pas mal. Donc, c'est-à-dire que tu bloques, par exemple, 1 heure ou 2 heures. C'est toi qui choisis par jour. 1 heure, par exemple, pour les jours de semaine et 2 heures le week-end. Au moins, ça coupe. Après, tu peux couper le Wi-Fi. C'est pas mal aussi. Mais on a quand même des astuces quand même pour pallier à pas trop d'écran, quoi. Alors moi, je voyais donc le psychologue Serge Tisseron, pour ne pas le citer, qui reprend cette règle des 3, 6, 9, 12. Et il dit que pas d'écran avant 3 ans. Ça, c'est c'est hyper primordial. important. Faire des câlins avec ses parents lorsque l'on n'a pas encore 3 ans, ou avec ses grands-parents. Peut-être regarder une petite bande dessinée. Ils adorent ça, les livres. Les livres, mais peut-être même Une petite bande. simplement une petite bande dessinée, un petit oui-oui. Enfin bon, maintenant, je suis dépassée par les oui-oui, mais bon, ma petite fille aimait bien les oui-oui. Donc, voilà. Donc, être bien encadré, préférer faire un câlin, préférer avoir une activité avec l'enfant. Il y a plein de possibilités. Moi, je sais bien que mes filles, elles adorent prendre les chiens avant d'aller dormir. Aussi, ça les apaise. Aussi, le côté doudou, le côté chou, câlin. Hein. Oui, alors entre 3 et 6 ans, eh ben, il faut que l'écran soit partagé. Ce que je voyais, c'était très sympa. C'est-à-dire, c'est un parent qui, plutôt que de regarder YouTube ou des choses qui sont déjà faites, on va prendre des photos, on va essayer de faire des ensembles de photos, faire des choses jolies pour pouvoir les imprimer ensuite. Ah oui, oui, oui. Travailler avec l'ordinateur ou le téléphone, parce que c'est un support pour de la créativité. Et donc C'est vrai. ça peut être très sympa. 6-9 ans, même chose. Et 9 à 12 ans, eh bien, on va contrôler ce que tu disais Oui, l'âge. pour mieux protéger et éviter d'avoir un temps d'exposition trop important. Parce qu'on se rend compte, une chose, donc c'est tous les problèmes cognitifs qui s'exposent, les problèmes L'anxiété. de langage, Ouais. d'anxiété. Aujourd'hui, quand même, on n'oublie pas que dans les crèches, les petits-enfants qui arrivent en crèche, comme on ne leur parle pas et qui passent la vie sur des écrans ou de télévision ou de téléphone ou de tablette, ils ne savent plus entrer en contact avec l'adulte. Donc, on utilise, pourquoi on apprend tous ça, ces fameux langages des sourds et muets. Bizarrement, il n'y a pas plus de sourds et muets en France qu'il y en avait avant. C'est très bien de pouvoir communiquer avec eux, mais c'est surtout aussi en crèche. On utilise ce langage du sourd et muet pour redonner à l'enfant la possibilité de communiquer avec l'adulte par les gestes, par les Exactement. mouvements cognitifs, et aussi à l'enfant de pouvoir visualiser les choses en 3 dimensions. Parce qu'aujourd'hui, ils ont pris l'habitude de voir les choses plates. Sauf que le P, le D, le B, le Q, tout ça, c'est la même chose. Donc, au niveau de l'écriture, Eh ben, c'est pour ça qu'il y a de plus en CM1, plus CM2, de dyslexie, peut-être. c'est très compliqué. Donc, il est important de... Problème de concentration, d'attention. Exactement, donc c'est vraiment très très important. Et alors quelqu'un d'autre nous dit, il y a la formule des 4 pas. Est-ce que tu la connais, cette formule Vas-y, des dis-moi 4 tout. pas? Eh bien, c'est pas le matin, c'est pas au repas, c'est pas dans la chambre et c'est pas au moment de se coucher. Exactement. Donc ça, Eh oui. ça peut être appliqué. Et je pense que il faut que, à un moment donné, les parents se rendent compte que c'est bienveillant pour leur enfant et que leurs enfants ne seront pas malheureux si on supprime un petit peu de temps d'écran à leur enfant. Au contraire, c'est leur faire du bien. Et il y a une chose qui peut être intéressante, c'est d'essayer, quand on est parent, De pas aller trop sur les écrans. de déconnecter. Il faut pas non plus montrer l'exemple. Oui, mais justement, aujourd'hui, on est à fond sur nos téléphones, surtout, parce qu'on travaille, parce qu'il faut Mais bien oui. gagner sa vie. Et donc, de temps en temps, essayer 15 minutes de se mettre en mode avion. Et pendant 15 minutes, on fait
une omelette avec ses enfants ou on va jouer au ballon dans le jardin. Et là, le téléphone n'existe plus. Parce Ils qu'il y a aiment bien beaucoup ça. de parents qui ont le téléphone dans la poche et dès que ça bipe un peu au niveau de la fesse, on regarde qui a écrit, Ouais. qu'est-ce qui s'est C'est passé. vrai. Pas ça. Et au final, on n'est pas avec nos enfants. Donc nos enfants, ils font pareil aussi. Quand on est en train de faire l'omelette, on dit ah bah tiens, oh mince, attends, tu tournes le truc, je vais venir. Non. Non, on déconnecte. Aller à la piscine. Ah bah on peut faire ça. Et Au moins. ça sera le mot de la fin de notre deuxième session. On se retrouve tout à l'heure pour nos astuces. On se quitte sur, je cherche ma Hervé, cœur poids plume. Ah.